Alors, bonjour à vous tous. Nous allons parler de comment les eaux usées peuvent nous aider dans cette lutte contre la COVID-19. Mais avant d'amorcer la discussion, quand nous avons des gens de différentes expériences, quand on les réunit, il est intéressant de parler un peu d'eux-mêmes. Alors, il y a quelques 2000 ans, en fait, quand on parle de la santé publique, de toute évidence, on parle de l'épidémiologie qui va de pair avec la santé publique et on parle des progrès en sciences biomédicales qui sont en fait le bras le plus solide de la santé publique. Alors, en tant que je suis ingénieur environnemental et biologiste, je voulais signaler un autre aspect de la santé publique, c'est le génie environnemental. Alors, tout ça a commencé il y a 2000 ans chez les Romains qui avaient construit des systèmes d'aqueducs et d'égouts. Et ils savaient donc à l'époque, c'était clair qu'ils savaient que l'eau était au cœur de la santé de la société. Ils avaient besoin de l'infrastructure pour la protéger. Puis on a oublié un peu cette question jusqu'à l'arrivée de grandes épidémies au 19e siècle. John Snow, qu'on voit ici comme étant le père de l'épidémiologie, il est aussi vu comme étant le père des services sanitaires et un des pères de l'ingénierie moderne. Alors, il a réussi à lui seul à déterminer que c'était une pompe de distribution d'eau qui était au cœur de Londres, dans le secteur de Soho, qui était responsable de la maladie, d'avoir disséminé la maladie. C'était un des aspects du casse-tête qui a mené à la construction des égouts de la ville de Londres et éventuellement le système de traitement des eaux usées. Progression jusqu'au 20e siècle, l'augmentation de l'espérance de vie et grâce aux sciences biomédicales et les progrès réalisés au cours du dernier siècle, les environnementaux ont aussi leur part de mérite dans tout ça. Le traitement de l'eau potable et de l'eau usée ont également contribué énormément à prévenir les maladies, comme on le voit ici en Philadelphie, pardon, il y a une diminution des cas de typhoïde immédiatement après l'installation d'usines de traitement de l'eau potable. Alors, l'ingénierie environnementale et la santé publique vont de pair. Je voudrais vous parler un peu de l'ingénierie environnementale. Ce qu'on fait pour les eaux usées, on produit, donc on assure, le but des ingénieurs en environnement est d'assurer que l'eau potable est sûre à boire. Mais il y a une nouvelle vocation maintenant dans cette nouvelle ère durable. Il s'agit de dire, non seulement veut-on récupérer l'eau, mais aussi on veut assurer la récupération des ressources et des installations. Alors, nous voulons avoir des installations de récupération des ressources en eau. Alors, nous voulons récupérer donc les nutriments de fertilisants, l'eau, l'énergie et le carbone. Dans ce contexte donc d'épidémiologie, pour mieux comprendre les maladies, que peut-on récupérer d'autre? On s'est rendu compte qu'en fait, on a beaucoup d'informations qu'on peut récupérer, qu'en fait, pour l'instant, tombent dans les toilettes. Alors, l'important, c'est de récupérer toute cette information et c'est la base de l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Ce n'est pas une idée nouvelle. Il y a en fait de bons incidents, de bons exemples de succès. Par exemple, la polio a été observée grâce aux eaux usées depuis 25 ans. Il y a un cas, par exemple, en Israël,
en 2013 où la polio avait été détectée dans les eaux usées et ça a mené à des actions immédiates par les autorités pour freiner cette éclosion. Nous progressons aussi dans toutes sortes d'autres domaines. On examine les produits chimiques. Récemment, Statistique Canada, avec l'aide de l'Université McGill, ont préparé un projet pilote pour examiner la consommation de drogues illicites dans différentes villes de par le pays. Comme on voit ici, le résultat a été publié l'an dernier. Alors, 14 usines de traitement des eaux usées, 8,4 millions de Canadiens. Et chose intéressante, si on compare la consommation de cannabis et de méthamphétamine, les Canadiens ont des profils de consommation différents. Différentes villes ont des profils de consommation différents. Alors, l'information, là encore, et on essaie d'obtenir l'information de différentes façons. Alors, ce qu'on fait maintenant, alors les drogues qui sont éliminées, on a des drogues légales et illégales, l'utilisation d'antimicrobiens, tout cela est bien réglementé au Canada. Ce n'est pas vrai de par le monde, de partout au monde. Alors, si on suit les choses par le biais des égouts, on a des informations intéressantes. Quand on parle d'eau usée, on veut examiner les maladies entériques, les virus entériques, la gastroentérite, etc., et les bactéries. Il y a des techniques qui sont mises au point grâce à ces découvertes et aussi de nouvelles applications. Une partie de mon travail consiste à mettre au point des technologies visant à surveiller les virus entériques dans notre système d'égout, particulièrement dans les populations en santé, alors les populations qui ne sont pas en clinique. Et il y a aussi plusieurs virus qui sont qui ne sont pas connus pour leur transmission fécale-orale, mais qui existent dans les selles et dans les eaux usées. Alors, l'influenza en est un, les coronavirus, et parmi les coronavirus, évidemment, SARS-CoV-2, qui est l'agent de la COVID-19, c'est celui, évidemment, qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on cherche à examiner la présence du virus dans les eaux usées, il peut se retrouver dans différentes formes. On peut poser différentes questions et nous cherchons à avoir plus d'informations. Alors, le virus peut être libéré intact et rester vivant dans les eaux usées. Si c'est le cas, on peut se demander s'il y a une possibilité de transmission fécale-orale ou fécale-respiratoire. À ma connaissance, il n'y a pas de cas jusqu'ici de transmission fécale-orale ou fécale-respiratoire. On sait que c'est présent dans les selles. De temps en temps, les scientifiques ont réussi à isoler des virus vivants dans les selles. Aucun virus vivant n'a été isolé jusqu'ici dans les eaux usées comme telles. Le seul cas de transmission fécale-respiratoire de SARS était pendant l'épidémie de la SARS en 2003, où un immeuble à Hong Kong, c'est un cas très précis, les égouts de l'immeuble fuyaient et l'égout ou les eaux usées, en fait, coulaient dans le système de ventilation de l'immeuble. Et c'est très différent, évidemment, de ce qu'on peut trouver dans une usine de traitement d'eau usée. Alors, dans ce sens-là, l'information dont on dispose en ce moment, c'est que les travailleurs dans les eaux usées peuvent travailler en sécurité.
Il y a évidemment toutes sortes de virus et toutes sortes de bactéries nuisibles, de pathogènes qui pourraient les affecter, mais nous ne croyons pas que le SARS-CoV-2 ce soit vraiment un risque particulier. Mais ce serait bien d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Alors, le virus peut être intact et vivant, mais peut aussi être incapacité ou dégradé partiellement. Même s'il est dégradé partiellement, on peut quand même en détecter l'ARN et en détecter les protéines. Alors, les deux ont été détectés. Je vais vous parler surtout de la détection de l'ARN, du RNA. C'est les mêmes techniques qu'on utilise, les RT-qPCR. Donc, c'est quantifié, c'est une méthode de quantification. Un de mes collègues à l'Université d'Ottawa fait partie d'un groupe qui travaille à détecter les protéines dans les eaux usées, protéines de la SARS, et on verra s'il est possible de les quantifier. Car à la base de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la capacité de quantifier avec précision l'ARN dans les eaux usées. Le matériel viral, y compris l'acide nucléique et l'ARN, pourrait en fait se dégrader. Et ça va se dégrader plus rapidement dans les températures élevées. Alors, mon graphique ici montre qu'à une température plus élevée, on perd le signal très rapidement, alors que dans les températures plus basses, c'est plus lent. Pourtant, car nos eaux usées passent un peu de temps dans le réseau des égouts, ce qui affecte à la fois le signal que nous récupérons et son interprétabilité. Nous reviendrons à ces questions plus tard, mais ce sont des facteurs très importants pour l'interprétation des résultats. Alors, comment détecter le virus? Eh bien, essentiellement, nous utilisons une technique diagnostique très semblable pour les échantillons cliniques. Il s'agit de PCR quantitatif de transcriptase inverse. Alors, c'est une façon de transformer l'ADN et d'en détecter le PCR. La différence est souvent présente dans l'application et dans les contextes environnementaux. C'est souvent quand on fait des diagnostics en clinique qu'on cherche à déterminer la présence ou l'absence. Alors, est-ce que la personne en question, parce que dans la personne qu'on examine, on peut détecter le SARS-CoV-2, donc cette personne serait affectée par la COVID-19, oui ou non? Alors, pour fournir de l'information utile dans les échantillons environnementaux, spécifiquement dans les eaux usées, il faut obtenir une bonne quantification. On n'a pas besoin de déterminer si le virus est présent ou non. Il faut savoir combien du virus est présent et dans quelle mesure ça a évolué avec le temps. C'est une des grandes différences. Un des avantages potentiels de détection du virus dans les eaux usées, c'est que potentiellement, on pourrait détecter le virus plus tôt qu'en testant les cas symptomatiques. On pourrait aussi détecter des cas asymptomatiques ou présymptomatiques. On pourrait aussi avoir la capacité de repérer toute la population en même temps. Alors, quelle est l'information à récupérer et à fournir pour la santé publique? Alors, ici, je l'ai réparti en 3 types de cas. Ici, l'information nous vient de la Water Research Foundation. Il y a des informations qu'on a recueillies il y a quelques semaines. On pourrait en fait repérer la concentration dans les eaux usées. Et c'est relativement facile à faire.
On peut déterminer l'augmentation et la diminution pour voir si les mesures prises fonctionnent bien, bien qu'évidemment, il y a toujours des réserves à émettre dans ces deux tendances. C'est sans doute le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, assez rapidement. Euh, Vous avez sans doute entendu dire qu'on essayait d'évaluer la prévalence dans la communauté. Une étude menée à Boston où on essaie de déterminer cette prévalence. Et c'est très difficile à réaliser. Il est très difficile de transformer cette charge virale la traduire en nombre de cas dans la communauté. J'espère qu'au cours de la présentation, vous comprendrez un peu plus. Bon, a-t-on pu démontrer, est-ce qu'on peut détecter le SARS-CoV-2 dans les eaux usées et est-ce que c'est relié aux cas cliniques? Alors, la première démonstration est venue des Pays-Bas, où ils ont étudié 6 municipalités en mars de cette année. On voit une assez bonne corrélation entre le nombre de cas et le nombre de copies du gène dans les eaux usées. C'est dans cette étude qu'on a parlé d'une limite de détection d'un cas par 100 000 personnes. Un cas par 100 000 personnes. Je vais maintenant vous donner 3 exemples. Mais il y a une autre étude de France. On a examiné le nombre de cas on a examiné le nombre de génomes viraux dans les usines de traitement d'eau usée et on examine le nombre de cas, nouveaux cas et de cas cumulatifs. Et la ligne pointillée ici sur le premier tableau est un calcul estimatif de combien de virus on peut retirer des eaux à un moment donné. Alors, on voit que c'est assez dynamique et ça suit les tendances de prévalence de la maladie. Alors, si on veut établir une limite de détection précoce, on peut montrer que la concentration, le titre, la concentration du virus augmente plus rapidement que ce qu'on voit dans les cas rapportés en clinique. New Haven, au Connecticut, c'est la dernière étude dont je voudrais parler. En rouge, vous voyez l'ARN viral. On a fait le suivi, on a repéré les admissions en hôpital et le nombre de cas de COVID-19. Dans le premier tableau, la ligne rouge, vous voyez ici les données et vous voyez la moyenne. Et à droite aussi, on voit cette moyenne dans le deuxième tableau. Et si on fait la même chose avec le nombre de cas de COVID-19, on voit que le pic dans les eaux usées est atteint à peu près une semaine avant les cas de COVID-19, les nouveaux cas de COVID-19. Alors, il semble en effet que ça peut servir de système de détection précoce. Mais je parle aussi de quantification. Alors, regardons les données rapportées dans toutes ces études. Ce qu'on voit, vous remarquez ici que les deux premiers diagrammes sont à grande échelle. On voit un facteur d'éparpillement. Les données, donc, sont très bruyantes, très chargées. Ici, vous voyez des mesures qui ont été prises dans les eaux usées. On peut faire des mesures dans le même réseau. Ça, c'est l'île de Montréal. Alors, on voit la rivière des Outaouais, le Saint-Laurent. Et si je change la carte pour vous, vous voyez facilement les différents points de collecte,
toutes les eaux usées vont dans ces collecteurs. On peut donc y mesurer à la fin du réseau, à l'usine d'eau usée, ou on peut revenir en arrière et tous ces points noirs ici sont des points dans les petits quartiers des collecteurs, dans les petits quartiers qui se déversent dans les grands collecteurs. Alors, ce sont des endroits où on peut prélever des échantillonnages et suivre différents quartiers. Alors, donc, on peut faire ça de façon très précise. Voici les possibilités. Quels sont les défis, quelles sont les difficultés que ça présente? Si vous remarquez ici, la carte de l'île de Montréal, on voit dans la région, la zone en vert et la zone en beige. Essentiellement, ce sont deux systèmes d'égouts différents. Dans les régions en vert, on sépare les eaux pluviales et les eaux euh, sanitaires. Donc, les eaux sanitaires sont plus concentrées. Et en beige, c'est un système plus ancien d'égouts. Et là, les eaux pluviales et les eaux sanitaires sont mélangées. Alors, pour interpréter le signal, la signification du signal et comparer les municipalités, on voit ici que ça devient très difficile vu les deux systèmes différents. Alors, ce sont d'autres défis qui se présentent. Alors, pour que ces données soient utiles pour la santé publique, nous devons pouvoir prendre une décision rapidement. Il faut déterminer, évaluer une tendance dans ces données bruyantes en peu de jours. Et ce n'est pas clair que ça a été démontré jusqu'ici. Et c'est différent, c'est un nouveau défi pour l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Si on parle du repérage de la polio, par exemple, et si on reprend l'exemple des drogues illicites, ces deux méthodes ont le luxe du temps. On n'a pas besoin de prendre une décision en quelques jours. Ici, il faut faire des recommandations à la santé publique, leur demander d'intervenir dans tel ou tel quartier en quelques jours à peine et pas quelques semaines. Le cas de SARS-CoV-2, c'est un virus enveloppe, c'est-à-dire qu'il est hydrophobique. Les gens, comme nous sommes c'est difficile pour nous donc d'en discuter. Il est difficile d'avoir des données qui nous permettent de récupérer régulièrement le matériel génétique correctement. Et à mesure que le virus traverse toutes les étapes du système d'égout, il se désagrège et le flux d'eau, la température, le climat, tout ça va affecter le dégradement du matériel génétique. Ici, on voit une étude de modélisation. Ce ne sont pas des données réelles, mais ça vous donne une idée. Alors, les changements de température sur une année. Alors, ici, on a de mars à juillet. Ce qu'on voit, c'est si, par exemple, je veux détecter une charge virale de 100 unités, ce n'est pas important, mais mettons, combien me faut-il d'émissions par la population? L'augmentation ici représente le temps de déplacement accru. Alors, sur l'île de Montréal, dans le modèle que je vous ai montré, tout le réseau, les grands collecteurs représentent, sont à une distance de 40 à 50, non plus que ça, 100 kilomètres des usines de traitement. Alors, les eaux usées vont prendre quelques heures pour s'y rendre. À Détroit, où la température ne change pas beaucoup, la différence entre l'hiver et l'été n'est pas très grande, mais on voit quand même une certaine saisonnalité qu'il faut prendre en considération à un moment donné dans l'interprétation. Et quelque part plus chaud, comme à Tempe en Arizona, on voit l'impact du temps de déplacement et la saison, et là, compte beaucoup plus.
Ici à droite, c'est Tempe, Arizona, un des Um, réseaux d'égouts. Si on prend le temps de déplacement de différents endroits dans le réseau, tous se déversent vers cette croix. Plus on est loin de ce point de drainage, de déversement, c'est à peine 80% de la charge émise qui reste quand on fait l'échantillonnage à la croix, alors que les quartiers qui sont plus rapprochés, on donne un signal beaucoup plus élevé. On a vu différents égouts avec différentes infrastructures, différentes municipalités auront des contributions industrielles différentes. Et en plus, c'est seulement du côté de l'ingénierie environnementale, du génie environnemental, mais aussi pour certains patients, ils éliminent le virus pendant une longue période de temps après avoir été déclarés COVID négatif. Alors, on ne se soucie pas de la première partie, il n'y a pas de données. Alors, si un échantillonnage de sel sortait négatif au début, avant l'échantillonnage de la gorge, ce qui est important, c'est de voir pour certains patients, ils continuent d'éliminer le virus pendant des semaines après avoir été considérés guéris. Évidemment, cette ligne de recherche a attiré beaucoup de travail, beaucoup de recherche internationale et au Canada. Jusqu'ici, il y a plus de 20 rapports émanant des quatre coins de la planète. Il y a beaucoup d'études non publiées aussi. Au Canada, un certain nombre de groupes d'un bout à l'autre du pays travaillent à cette question. Et il y a aussi un grand nombre de collaborations internationales et aussi de grands groupes nationaux qui mènent des efforts importants dans les Pays-Bas. Et on couvre 37 villes dans une étude. En Allemagne aussi, plusieurs investissements stratégiques ont été entrepris. Alors, je ne fais que mentionner quelques exemples, mais pour vous montrer que plusieurs endroits, il y a des investissements stratégiques nationaux un peu partout au monde à la recherche pour aider la santé publique. Remarquez aussi au bas de cette image, l'industrie de l'eau compte de grands intervenants, de grands groupes qui réunissent les éléments de l'industrie et qui se sont montrés très intéressés aussi à mener ces efforts de recherche. Beaucoup de choses se passent au Canada. Le réseau des eaux, le réseau canadien des eaux a créé une coalition pour la recherche sur les eaux usées pour la COVID-19 dans l'espoir d'éduquer, de mieux préparer les fonctionnaires de la santé publique et les scientifiques pour les aider à travailler ensemble afin d'organiser une étude pilote pour démontrer l'utilisation pour démontrer l'utilité, dis-je bien, de cette approche. Nous avons élaboré un nombre de principes pour orienter la concentration, pour monter l'étude pilote. Ici, au point 8, on devrait il faudrait, si on veut faire des échantillonnages plus petits dans les quartiers particuliers ou dans des institutions, ça peut soulever des problèmes éthiques, entre autres. Alors, ce sont des questions qu'il faut prendre en considération aussi. Quel en est le coût? Voici quelques chiffres que j'ai réunis de sources diverses. Si l'on veut tester toute la population, si on prend le Canada
et mes calculs estimatifs de la capacité actuelle de faire des tests, il faudrait 22 mois pour tester tous les Canadiens. Il en coûterait près d'1 milliard de dollars, sans parler du problème des faux positifs qui surviendraient immanquablement. Si l'on veut faire une analyse à tous les jours, une analyse des eaux usées et faire le suivi de 80 de la population canadienne, il faudrait faire 2000 à 3000 cas quotidiennement et il en coûterait 60 000 dollars par jour. Alors, c'est beaucoup moins coûteux et nous pourrions faire le suivi de la grande majorité de la population. Il y a aussi d'autres façons de rejoindre les Autochtones pour mieux les surveiller. Alors, pour terminer, j'aimerais remercier les gens de mon groupe de recherche à McGill, un nombre de collaborateurs aussi. Il y a 1 mois ou 2 mois, nous avons commencé à travailler ensemble sur un grand nombre de ces questions. Le Réseau canadien des eaux et le comité scientifique, consultatif scientifique de la coalition. Et je suis aussi membre de Centro, qui est le centre de recherche des eaux du Québec. Ils ont été très utiles, qui ont été très utiles donc dans ces recherches. Merci de votre attention. Merveilleux, merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps, malheureusement, donc on ne pourra pas entendre vos questions, mais merci de cette présentation si intéressante. Merci de la partager avec nous. Si vous voulez communiquer, Dominique Frigon, vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi participer au canal de la plateforme Slack à Vancouver. Merci à tous de votre participation. Merci, au revoir. Merci.